Oh, comme je suis ravie de vous présenter aujourd'hui Clément et Romain Meyer, ou les frères Meyer. Ils sont un duo emblématique de l'Odyssée managériale. Mais qu'est-ce que c'est l'Odyssée managériale ? Eh bien, c'est une association créée en 2019 qui envoie un duo tous les ans pour explorer le monde sous le prisme managérial. Ils ont du coup exploré 8 pays pendant 6 mois en 2022, rencontré 100 organisations et interviewé 200 collaborateurs. Ils m'ont contacté il y a peu dans le cadre de leur nouveau projet de faire la même chose, mais cette fois en France. C'est évidemment tombé sous le sens que je les interroge lors de leur passage à Annecy. J'aime cette nouvelle génération, décomplexée, vive, authentique. Écoutez leur aventure, elle fait envie, elle bouscule, et bon ok, elle fait un peu rêver. Bonjour et bienvenue sur Human First, le podcast business qui parle plus d'humains que de chiffres. À chaque épisode, je vous emmène à la rencontre de professionnels qui ont osé voir le monde du travail différemment. Comment ? En plaçant l'humain au cœur de ses priorités et de sa stratégie. Je suis Cécile Chaperon, entrepreneuse, RH, coach et militante pour un monde du travail plus épanouissant et plus responsabilisant. Et maintenant, place à notre invité du jour. Bonjour Clément, bonjour Romain. Bonjour Cécile et bonjour à tous. Salut Cécile. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots pourquoi déjà vous êtes parti en voyage et vous avez eu envie de faire ce voyage ? Bien sûr, donc en fait ce voyage il s'inscrit dans le cadre d'une association qui s'appelle l'Odyssée managériale et qui consiste à envoyer 2 personnes explorer des pratiques de management innovantes. Et donc nous on est parti en 2022, donc de janvier à juillet 2022 dans 8 pays pour aller découvrir des entreprises qui cassent complètement les codes du management traditionnel et aller voir ce qui se faisait de différent dans d'autres pays. Et les motivations, ce qui nous a poussé à faire ça, moi très rapidement sur mon parcours, en fait j'ai fait une école de commerce qui s'appelle l'EM Lyon, qui est une école de management. Et je me suis très vite rendu compte qu'on nous apprenait beaucoup de choses, mais pas forcément les sujets qui me paraissent importants pour être un bon manager. J'ai eu aucun cours, par exemple, sur comment bien gérer une réunion, comment faire un feedback, comment communiquer de manière non violente, comment exprimer même une émotion. C'était des sujets qui me paraissent absolument essentiels pour aujourd'hui manager si demain j'avais à manager une équipe. Et donc ça a été un premier déclencheur. L'autre déclencheur étant aussi que je me suis rendu compte que j'allais dans un parcours qui ne me correspondait pas forcément, que j'avais envie de faire quelque chose de vraiment différent. Et on a eu la chance avec Romain, donc on est frères, et je pense que ça a joué aussi. On avait à cœur de faire un projet sur le sujet du travail, sur le sujet de l'humain, à deux, parce qu'on a aussi été très proches autour de ça. Et je vais laisser Romain compléter la réponse. Oui, je pense qu'il y a 3 grandes raisons qui nous ont quand même poussé à aller faire ce projet, qui est quand même assez dingue en réalité. La première, c'est qu'on a eu un timing un peu parfait où moi, j'ai eu la possibilité, le mercredi, on m'a annoncé, c'était un mercredi, j'étais en alternance à l'époque dans une super boîte qui s'appelle Lita.co. Et on allait me proposer de continuer possiblement en CDI, au moins de rentrer dans le processus. Et on m'a annoncé la nouvelle qu'on était pris tous les deux pour l'Odyssée managériale, parce qu'il y a plusieurs duos en fait. Donc j'ai évidemment annoncé à ma manager que j'allais partir, faire un tour du monde. Et Clément avait du temps aussi. Et ça faisait au moins 5 ou 6 ans que nos agendas n'étaient pas alignés. Et là, pour la première fois, c'est à l'été. Donc on s'est dit, OK, let's go, on part. Ça, c'est la première raison, c'est que déjà les agendas étaient plutôt alignés. La seconde, c'est qu'évidemment, le projet était hyper alléchant sur plein de points. C'est un projet qui se passe en 3 phases en réalité. La première phase, c'est une phase de levée de fonds, parce que le duo est en totale autonomie. Alors évidemment, les autres duos essaient d'accompagner le nouveau duo pour partir, mais la première phase, c'est d'essayer d'aller trouver des partenaires financiers qui vont financer le voyage, en réalité, de 6 mois qui dure généralement. La phase 2, qui est donc le voyage, donc nous, on s'est rendu en Norvège, en Islande, au Brésil, en Colombie, Canada, États-Unis, Corée du Sud et Vietnam, dans le but d'interroger à peu près 200 personnes et de rencontrer 100 entreprises. Donc ça a été un moment juste extraordinaire. Et puis une phase 3 de transmission de ton savoir.
Quand on a candidaté, on s'est dit que les 3 phases allaient être extraordinaires. La phase 1 où, à l'époque, on a 24 et 26, on avait 21 et 23. On sait, pour Clément qui avait, je sais pas, peut-être 4 mois et demi de stage dans les pattes, moi j'avais 1 an et demi d'expérience pro. On s'est retrouvés face à des directeurs, des directrices commerciales à aller négocier nos petits packages à 10, 20, 30 pour leur expliquer qu'on allait faire le tour du monde, mais qu'on allait leur apporter de la valeur. Ça a été un moment dingue d'apprentissage, je trouve. Le voyage qui est évidemment génial, une source inépuisable de rencontres, de joie, d'inspiration, d'apprentissage. Et puis la phase 3 où en fait on s'est révélé être... on est devenu conférencier un peu par demande au début. Et puis on a complètement adoré ça et on en a fait notre métier après sur 2023 où on a fait presque 70 conférences depuis en France pour raconter notre périple et ce qu'on avait rencontré à l'étranger. Donc ces 3 phases nous ont évidemment énormément motivés et puis d'un point de vue un peu plus personnel. Puis après je passe le micro. Donc j'ai eu deux fois 6 mois de stage et 1 an et demi d'alternance. Et dans toutes ces expériences pro qui ont été globalement superbes en réalité, j'ai eu des expériences managériales qui étaient en même temps fortes et en même temps moyennes. Et surtout la sensation de ne pas pouvoir être moi-même dans l'entreprise, de devoir mettre ce masque-là qui m'était complètement insupportable. En réalité, quand on me demandait à tous mes one-to-one, je me suis fait reprendre dans tous mes stages et mon alternance à chaque fois sur mon comportement. Alors, je fais pas le débile, je fais pas n'importe quoi, je suis pas impoli, mais je suis très moi-même. C'est-à-dire que je vais être solaire, je vais aller parler, je vais faire des blagues forts, je vais parler fort dans le bureau, je vais aller voir le CEO, la CEO parce que j'ai pas peur d'y aller. Et en fait, on m'a reproché ce petit truc où, Romain, en fait, on est dans une boîte là, donc on t'a demandé de changer de posture. Bah ouais, exactement. Change ta posture, reste dans ta casse, apprends, écoute, ce qui a été très bien dans mon apprentissage. Mais je me suis dit, ok, si je dois passer 40 ans de ma vie à mettre ce masque, je vais péter un boulon en fait. Donc il va falloir que j'aille chercher. J'ai envie de trouver, ma raison d'être à ce moment-là, c'était de trouver des gens peut-être qui étaient comme moi au travail, qui avaient une vision peut-être un peu différente du management et du travail. Et ça a été un moteur hyper important dans la quête de l'Odyssée managériale. C'est les 3 raisons qui me viennent vraiment à l'esprit. Et comment à 21 et 23 ans, on est passionné par le monde du travail et le management ? Est-ce qu'il y a eu des déclics avant ? Oui, alors on a la chance de baigner dans un environnement familial qui abordait ces sujets, notamment notre papa, qui est coach aujourd'hui en transition de vie. Moi, j'ai eu la chance d'habiter 4 ans chez le pionnier de la méditation en France, qui s'appelle Christophe André, avec qui j'ai eu plein de discussions. Et donc, tous ces sujets de développement personnel étaient hyper importants, en tout cas pour moi, et ça l'est aussi pour Clément. J'écoutais beaucoup de podcasts, notamment Change ma vie, qui m'a énormément aidé, moi, dans mon chemin et cheminement personnel. Et en fait, j'ai jamais trouvé que devait y avoir une fracture entre ce que tu vivais en termes de cheminement personnel et professionnel. Et pour moi, ça rejoint ce que je viens de dire sur le masque, mais l'entreprise est aussi un super lieu de développement personnel. Et donc, je faisais beaucoup de liens entre ce que je vivais dans ma vie perso et de ce que je devais vivre aussi dans ma vie pro. Et je me suis dit, OK, allons voir peut-être des gens qui ont plus d'ouverture, qui ont tenté des choses un peu extraordinaires de ce côté-là, qui ont envie de penser, envie de casser les codes surtout, en fait, du management traditionnel, envie de casser cette hiérarchie, envie de casser ce contrôle, de responsabiliser les gens, de faire confiance, de mettre en place de la sécurité psychologique et de comprendre comment ils ont fait surtout. Et de mon côté, je trouve que ça va très vite de s'intéresser à ces sujets, notamment quand on baigne dedans dans nos études. Moi, par exemple, un premier stage où je prends très vite conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas en fait, dans l'entreprise et que ça ne me convient pas, moi, personnellement, dans ce que j'ai vécu, même si l'émission était super intéressante. Mais donc, je pense que assez intuitivement, très rapidement, en mettant le pied dans le monde professionnel, on se rend compte que quelque chose ne nous convient pas, nous, personnellement. Et après, on échange avec nos amis autour de nous, on pose des questions et on se rend compte que ça a été le cas dans plein d'expériences. Alors, je ne sais pas si c'est une question de génération ou pas, mais moi aussi, très vite, je me suis dit, mais j'ai pas le temps, dans ce qui m'attend devant moi, de perdre des années. C'est-à-dire, j'ai envie d'avoir un engagement, j'ai envie d'avoir du sens dans ce que je fais très, très vite.
J'ai envie de sentir que je suis sur un sujet qui touche l'humain, qui touche les gens, l'écosystème dans lequel je suis, et j'ai envie d'avoir un impact en fait dans ce que je fais. Et donc là où il y a quelques années, je serais peut-être d'abord passé par un parcours assez traditionnel, c'est-à-dire j'aurais peut-être suivi ce qu'on me disait de suivre, notamment en école de commerce. Là, je me suis dit non, j'ai pas envie quoi. Je veux vraiment très vite faire quelque chose qui a du sens pour moi. Pour vous, quelle idée est la plus révolutionnaire dans ce que vous avez découvert, en tout cas celle qui vous reste le plus en tête? Moi, celle qui m'a le plus marqué et qui a été une vraie prise de conscience, donc c'est en Norvège. C'est la rencontre avec l'entreprise Miles et notamment la CEO qui s'appelle pas CEO, qui s'appelle Chief Servant Leader, donc qui est au service des équipes. Et c'est la compréhension que authentiquement, le bien-être des collaborateurs était la chose la plus importante pour elle. Et cette idée, alors que on a été assez formaté à se dire, bah voilà, le monde de l'entreprise, c'est le chiffre d'affaires, c'est les résultats, c'est la posture, c'est ne pas être soi-même. Là, on comprenait qu'il y a des gens dans les rencontres qu'on a qui mettent le bien-être des collaborateurs comme pratiquement la mission de l'entreprise. Et finalement, après, ça vient chambouler, ce point de départ vient chambouler tout ce qui se passe. C'est hyper systémique hein, après dans l'entreprise. Ça vient chambouler la relation entre les personnes. Ça vient chambouler aussi l'ordre hiérarchique. Parce qu'on se rend compte que quand une seule personne prend les décisions pour tout le monde, le bien-être des collaborateurs, il n'est pas forcément pris en considération. Ça vient chambouler la manière de faire les réunions, la possibilité d'être soi-même, le recrutement, les personnes qu'on va recruter. Donc, ça a un impact qui est global et général sur l'entreprise. Ce simple fait de vraiment vouloir le bien-être des gens qui nous entourent. Et finalement, moi, dans toutes les rencontres qu'on a faites, parce on commence à en avoir fait un certain nombre, à chaque fois qu'on rencontre des gens qui mettent le bien-être des collaborateurs au centre de tout, après, ils ont des manières différentes de l'exprimer, mais l'idée, le fond reste complètement le même. Et ça m'a marqué. Et je pense que maintenant, dans tout mon parcours professionnel, j'irai rechercher ce genre de structure-là. Pour compléter un peu ce que dit Clément, parce que c'est vrai que bien-être, on l'entend à toutes les sauces aujourd'hui, ça peut paraître, pour les auditeurs, ça peut paraître un peu bullshit. Et ce qui est hyper important de souligner là-dedans, je rejoins Clément sur le bien-être, il y a aussi un point qui est très important, c'est comment ils arrivent à créer cette culture de confiance, surtout avec les collaborateurs. Et surtout, dans s'assurer du bien-être des collaborateurs, nous, ce qui a été le plus important, c'est de voir, en tout cas, les entreprises qui nous ont le plus marqué, sur ce point-là, c'est celle qui ne dérogeait pas à la règle de ce que j'annonce, je le fais derrière. On a l'exemple le plus extrême qu'on a vu, c'était en Norvège, donc dans l'entreprise Miles, qui a un cabinet de conseil en IT, à peu près 300 collaborateurs. Et Kate, donc, elle nous annonce ça, le fait que les collaborateurs et collaboratrices sont au centre du projet. Donc, c'est inscrit même dans leur statut, tu vois. Et là, on se dit, t'es en train de nous sortir la phrase lambda habituelle que tout le monde nous sort. Maintenant, on a envie de comprendre pourquoi tu le fais. Et là, elle commence à te sortir 1, 2, 3 pratiques. On dit, OK, c'est intéressant. Et elle arrive un peu au paroxysme de... On prend la température des salariés tous les 4 mois, qui s'appelle donc la pratique taking température, où les salariés vont, de manière non anonymisée, expliquer comment ils se sentent vis-à-vis du management et dans leur mission surtout. La plupart sont des consultants. Ils doivent noter de 1 à 6. 6 étant, ça va bien, 1, ça va pas très bien. Et en fait, si un collaborateur, une collaboratrice 2 fois de suite met une note plutôt négative sur sa mission, il y a des discussions qui s'enclenchent avec Kate, qui est donc la servant leader, et elle l'a fait 4 fois. Ils sont capables d'appeler le client dans lequel la personne est et de casser le contrat. Donc on est sur des contrats entre 100 et 150 000 euros. Quand elle nous dit ça, on dit attends, c'est quand même fort. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Elle nous dit je l'ai fait 4 fois, je le fais demain. Là, ce qui est très fort, c'est que quand on dit je vais passer le bien-être du collaborateur, je trouve qu'il n'y a rien de plus significatif de ça que lorsque tu fais passer ton chiffre d'affaires après le collaborateur. Là, le message que je t'envoie, c'est Cécile, tu ne te sens pas bien dans ta mission, mais je vais te montrer que l'argent que la boîte va faire va passer après ton bonheur. Donc, je vais casser ce contrat, en fait. Parce que là, tu ne te sens pas bien. Le plus important, c'est que moi, tu te sens bien. Quand elle nous dit ça, tu es dans une adéquation à peu près parfaite de j'annonce que mon salarié ou ma salariée doit bien se sentir. Et il y a plein d'autres, évidemment, constantes là-dedans. On parle de la sécurité psychologique, on parle de la culture de soins et tout. Mais le respect de ce que je t'annonce et de ce que je fais derrière, c'est presque pour moi le ciment le plus important de cette culture de confiance. C'est encore pire de dire qu'on va mettre l'humain au centre et de ne pas le faire.
Et ça, en plus, on le voit dans les échanges qu'on a, vu qu'il y a quand même des difficultés de recrutement en ce moment qui sont assez criantes dans beaucoup d'entreprises. Il y a des personnes qui ont tendance à survendre ce qui se passe dans l'entreprise et notamment à annoncer du coup des choses qui ne vont pas être respectées par la suite. Et pour nous, ça, c'est vraiment le début du désengagement. Et c'est le début de cette culture de méfiance. Et en fait, la première chose qui se passe quand on rentre dans l'entreprise, c'est de la déception. Et c'est on m'a promis quelque chose que je ne vais pas avoir. Et donc, même si on sait, on est parfaitement conscient, hein, c'est très difficile. En plus, pour des gens qui ont vraiment des grosses problématiques de recrutement, c'est encore plus difficile. Ils nous demandaient ce qu'on pensait sur le recrutement. On leur disait essayer le plus possible d'avoir une authenticité en fait dans ce qui se passe, parce que nous, dans ce qu'on a vu au Canada, en Norvège, dans ces entreprises-là, c'est une vraie authenticité au moment du recrutement et une adéquation entre ce qui est raconté et ce que le candidat qui va ensuite devenir le collaborateur va vivre dans l'entreprise. Oui, et puis ça amènera plus de candidats par bouche à oreille aussi. Bien sûr. En fait, ça, c'est Romain l'a un peu évoqué, mais ça crée un cercle vertueux qui est énorme. C'est-à-dire que quand Kate, elle casse le contrat, alors il y a plein de garde-fous avant, hein, ça s'est fait très rarement, et c'est vraiment quand le client se comporte une manière qui ne va pas à l'entreprise. Et ben en fait, il y a un cercle vertueux qui est énorme parce qu'après, l'engagement du collaborateur, il est important. Les autres clients sont aussi au courant que ça fonctionne comme ça chez Miles, et du coup, ils choisissent très précisément les clients avec lesquels ils ont envie de travailler. Et donc, la culture de confiance, elle se crée à la fois à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi avec les parties prenantes, donc avec les clients, et c'est tout un écosystème de confiance qui se crée après. Ta question, c'était est-ce qu'on avait trouvé des modèles peut-être complètement fous, Vraiment révolutionnaires. Tu as deux réponses à ça, évidemment. On peut t'en donner un, et j'aurais envie de te parler du modèle d'influence qu'on a trouvé au Vietnam. Moi, ces modèles révolutionnaires, en fait, je les trouve super intéressants, à condition qu'il y ait aussi une simplicité managériale. En fait, on s'est rendu compte que nous, les boîtes qui nous avaient le plus marqué dans les 200, là, c'est des boîtes qui font des choses assez simples, hein. Humainement, en soi. Leurs pratiques managériales ont du sens. Là, ce qu'on vient de te dire, en soi, c'est plutôt simple, hein, de casser un contrat. Alors, économiquement, évidemment, parfois, non. Faire des one-to-one, eux, ils font beaucoup de one-to-one authentiques. Kate, elle prend, par exemple, 50 heures par mois pour se poser avec ses 50 salariés, 1 heure, et dire, OK, Cécile, comment tu vas vraiment? Et je te laisse la porte ouverte, tu me racontes ce que tu veux. Si tu as envie de te parler des enfants, de la famille, de ce que tu vas ou ce que tu vas pas, tu me le fais. Moi, c'est ces modèles-là, c'est cette simplicité managériale qui m'a énormément marqué. Dans tous ces modèles de gouvernance, ces gouvernances très originales, quand on parle d'holacratie et de sociocratie, il y a des constantes que je trouve hyper intéressantes, mais celles qui m'ont le plus marqué, c'est celles qui étaient les plus simples, en fait, dans leur pratique managériale. Et après, je peux te raconter quand même très rapidement le modèle d'officiance qui nous a vachement marqué avec Duc, qui est donc franco-vietnamien, qui a créé l'entreprise Officiance, qui est pareil, qui est une boîte d'export informatique qu'on a rencontré à Hanoï, au Vietnam. Et Duc, il a décidé de ne pas imposer les managers, ses collaborateurs. Donc, en fait, quand tu rentres dans l'entreprise, tu vas choisir 4 ou 5 influenceurs. Des influenceurs, qu'est-ce que c'est? C'est des managers dans les entreprises un peu classiques qu'on connaît, à qui on va abroger tout pouvoir d'autorité. Un influenceur, c'est quelqu'un qui va venir, comme son nom l'indique, t'influencer, t'inspirer, te conseiller, sans jamais avoir de pouvoir de décision sur toi. Et donc, vous pourrez aller voir sur leur site, ils ont une espèce leur organigramme, c'est une espèce de grande grappe de raisin, un sociogramme presque, de lien d'influence entre les gens, parce que c'est toi qui choisis. Et tu choisis tes influenceurs de proximité, qui sont plutôt des personnes qui travaillent régulièrement avec toi, qui te connaissent dans ton travail, et des influenceurs spirituels qui vont venir t'inspirer, parce qu'ils ont un aura, quelque chose qui plaît énormément, la confiance, quelqu'un qui t'inspire, quoi. Et ils vont prendre toutes leurs décisions. La décision est autonome, c'est-à-dire que si j'ai envie d'augmenter mon salaire de 1500, par exemple, je vais aller chercher mes influenceurs de proximité, je vais aller chercher mes influenceurs spirituels et je vais en parler avec eux. Et ils vont me dire, bon, bah Romain, 1500, peut-être que c'est un peu exagéré par rapport à ce que tu as fait, ou au contraire, il y en a peut-être qui vont me dire 1700, et je peux les écouter, pas les écouter. C'est important quand même de prendre en compte leurs avis. Et ensuite, je vais annoncer la décision de mon augmentation de salaire sur un intranet et dire à tout le monde, chère communauté, j'en ai parlé avec mes influenceurs de proximité, les influenceurs spirituels. On a décidé ensemble que mon augmentation de salaire devrait se mettre autour de 1003. Parce que j'ai écouté mes influenceurs proximité qui m'ont dit 1005, c'est un peu abusé, Romain. Peut-être que tu devrais aller sur 1003. S'il n'y a pas d'objection en commentaire, madame ou monsieur le comptable, au 25 du mois, veuillez prendre en considération mon augmentation. Et en fait, toutes les décisions de l'entreprise
évidemment, là je te le raconte en 2 minutes, il y a plein de complexités, sont prises de manière individuelle. Et aujourd'hui, quand tu parles à Duc, il te dit qu'en tant que dirigeant, il n'a plus rien à faire, ce qui est une espèce de responsabilité et autorégulation collective qui est incroyable. Et en fait, sur les modèles révolutionnaires, c'est toujours autour de la même question, c'est qui décide quoi, comment dans l'entreprise. Et une fois que tu comprends cette question, tu as plein de manières d'y répondre. Donc, tu en as qui vont essayer plutôt les modèles holacratiques, c'est assez répandu. Il y en a qui vont plutôt vers l'entreprise opale de Lalou. On a vu ce modèle d'influence qui est assez incroyable parce que ça révèle au grand jour des relations d'influence qu'il y a dans toutes les entreprises. Oui. Et juste là, leur organigramme, c'est ça. Mais il y a encore des jeux de pouvoir qui sont énormes. Mais c'est plus des jeux c'est plus des relations de pouvoir qui sont imposées. C'est des relations de pouvoir qui sont choisies. Et puis qui sont officielles aussi. Et qui sont officielles, qui sont aux yeux de tous. C'est-à-dire que dans l'organigramme, on voit des influenceurs qui ont été choisis par beaucoup de personnes et donc qui sont les personnes les plus influentes de l'entreprise. Mais c'est officiel et ils ont été choisis. Donc voilà, donc autour de cette question-là, il y a plein de gens qui essayent d'innover dans la gouvernance en fait, dans comment on prend les décisions. Bon, en tout cas, ce qui vous touche le plus, vous, à chaque fois, c'est quand c'est justement assez simple. Romain dit ça, alors je suis d'accord avec la simplicité managériale, mais on s'est rendu compte aussi par moment, en faisant des réunions, on a participé à des réunions holacratiques, on a trouvé que parfois ça manquait un peu d'humain, ça manquait un peu de relations entre les personnes. Alors évidemment, on n'a pas expérimenté l'ensemble du modèle holacratique, donc c'est très compliqué de juger. Mais c'est vrai que nous, notre mission aussi, c'est de diffuser le plus possible des pratiques qu'on trouve innovantes et qui vont servir à un moment le bien-être du collaborateur. Et c'est vrai que quand on parle de ces modèles de gouvernance qui sont plus complexes et qui demandent un niveau de conscience de la part de tous les collaborateurs qui est quand même hyper important et qui est élevé, c'est pas ce qui va le plus parler. Et on va pas se dire ah oui, on va passer au modèle holacratique demain. Par contre, quand on leur montre des pratiques un peu plus simples, ils vont se dire ah oui, bah ça je l'expérimenterai bien avec mon entreprise. Est-ce que vous avez découvert des attentes différentes de la part des salariés selon les cultures que vous avez visitées ? C'est une super question parce qu'en fait, on s'est rendu compte, donc on a découvert 8 cultures différentes et on s'est rendu compte que finalement les leviers d'engagement, c'est des principes qui sont fondamentalement humains. Donc c'est indépendamment de la culture dans laquelle tu es. On va retrouver les mêmes leviers, les leviers de reconnaissance, de pouvoir participer à une décision qui nous concerne, de responsabilisation, de confiance, de relation entre les gens. Ça, en fait, peu importe la culture. Oui, alors après, ça prend des formats très différents. En Corée du Sud, on n'a pas du tout la même manière de communiquer entre les personnes et une relation de proximité se traduit pas du tout de la même manière qu'en France. Ouais. En France, ça va être des signes, ça va être des attentions. En Corée du Sud, ça va être très différent. Donc les fondamentaux restent complètement les mêmes, donc le fond reste le même, la forme par contre va être très différente. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même des particularités culturelles dans chaque pays, ce qui fait qu'il y a certains pays où ça va être beaucoup plus simple de mettre en place certains fondamentaux pour nous de l'engagement. Un exemple, la Norvège. La Norvège, c'est une culture où la confiance, elle ne se gagne pas, elle se donne. Donc, dès que tu rencontres quelqu'un, tu donnes ta confiance. La personne, elle n'a pas à gagner ta confiance. Ouais. Et ça se traduit très concrètement. Tu rentres dans une boulangerie, tu vas voir la personne qui vend et tu lui dis je vais prendre un pain au chocolat, une baguette et tu payes. Et après, tu vas te servir. Donc, ça veut dire que tu peux très bien partir. Le premier réflexe qu'on a eu, nous, en tant que bons Français, ça a été de dire on va payer un pain au chocolat et une baguette et on va partir avec 4 croissants et 4 pains au chocolat. C'est pour te dire que et on va sur un moment, il y avait une patinoire. Tu peux rentrer dans la patinoire, prendre des patins en libre service. Il faut juste le noter sur un papier et après, on te fait confiance pour les remettre à leur place. Ça, c'est des choses qu'on ne trouve pas en France. Pareil, en Norvège, ils ont une pratique qui s'appelle le dugnad, qui est que une fois par an ou plusieurs fois par an, les citoyens vont participer à une action collective. Donc qu'on soit président ou pas du tout, ou professeur des écoles, ou jardinier, peu importe, tout le monde va participer à une action collective. Ça va être de rénover le terrain de foot du village, ça va être... Après, dans les entreprises, ça se traduit en... la confiance, c'est quand même plus simple, parce qu'à l'échelle de la société, la confiance, c'est plus simple. Le rapport à la hiérarchie, en fait, c'est assez plat parce que on a des actions où, comme le dugnad, où tout le monde participe ensemble, peu importe le niveau social, on est tous au même niveau. Et donc après, dans les entreprises, on retrouve des niveaux hiérarchiques qui sont plus faibles, des décisions qui sont plus partagées, parfois même vers le consensus. Voilà. Il y a vraiment des sociétés qui vont permettre ça. Et à l'inverse, en Corée du Sud,
c'est une société qui est extrêmement hiérarchique, où il y a encore une influence importante du confucianisme. Et donc, voilà, on retrouve des strates hiérarchiques rien que dans le langage. Ce qui fait qu'il y a des entreprises qui ont essayé d'enlever les niveaux hiérarchiques en Corée du Sud pour responsabiliser. Et ils se sont rendus compte, notamment au mérite, et ils se sont rendus compte que quand ils mettaient quelqu'un qui est jeune au poste de management, en fait, c'est quelqu'un qui ne pouvait pas avoir le pouvoir de décision parce que c'est toujours la personne qui est plutôt âgée dans la société qui va avoir le dessus hiérarchiquement. Ce qui fait que ça ne servait à rien de mettre un jeune en dessous. Il y a une anecdote assez folle en Corée du Sud où ils avaient mis quelqu'un de plus jeune en manager. Sauf que le respect de l'âge est tellement important sous l'influence du confucianisme que le monsieur avait dû se teindre. Le manager, il s'était teint les cheveux en blanc, quoi. Il s'était teint pour paraître plus vieux. Donc ils arrivent à des pratiques qui sont parfois assez hallucinantes. Et puis tu as les langages aussi qui sont très différents en Corée du Sud. Ouais. Et oui, je rejoins Clément. Je pense qu'à certains degrés, on retrouvait quand même des convergences de leviers. D'engagement surtout. Je retourne sur la culture de confiance, sur la reconnaissance, sur la considération, sur la responsabilisation. Le souhait d'être responsabilisé, par exemple, est extrêmement différent Vietnam, Corée du Sud du Canada. Au Canada, on va venir chercher l'autonomisation, la responsabilisation. En Corée du Sud, quand on a posé la question à certains Coréens, s'ils n'ont pas des règles très précises et des directives très précises, ils peuvent être complètement perdus. Ce qui fait d'ailleurs que la Corée du Sud n'a jamais été considérée comme un pays extrêmement innovant. Par contre, un pays producteur et surtout efficient dans sa production qui est extraordinaire parce qu'ils ont une force de frappe derrière d'application et d'exécution qui est géniale. Qu'est-ce que ça a transformé chez vous en tant que personne, ce voyage ? Absolument tout. Absolument tout. Ça a changé nos vies. J'avais aucune idée que j'allais devenir peut-être conférencier un jour, que j'allais faire des podcasts avec Cécile, par exemple. Non, ça a changé énormément de choses. Évidemment, tu as une vision de différentes cultures qui te permet de t'ouvrir personnellement, dans notre relation de frères, évidemment, de progresser. Je dis souvent qu'on a 25 ans de fraternité, mais en fait, on avait absolument 0 année d'association professionnelle. On a dû apprendre sur le tas. Ça n'a pas été facile tous les jours. On s'est fait coacher d'ailleurs pendant près d'1 an et demi. De faire des conférences, parler devant 5, 10, 200, 300, 500 personnes. Ça développe des choses chez toi qui sont fantastiques. Recevoir de la reconnaissance de certaines personnes dans le public qui dit que tu as pu les aider dans leur journée. Moi, ça m'a permis de remplir ce que j'ai raconté hier à une entreprise, on en parlera peut-être tout à l'heure, Haute-Savoie Habitat, dans lequel on tourne le podcast, mais que ça m'a permis de remplir ma raison d'être, qui était de faire du bien aux gens et de recevoir un merci Romain parce que tu m'as aidé soit à évoluer personnellement, soit professionnellement. Et on a des personnes qui sont venues nous voir à la fin des conférences en nous disant merci parce qu'on leur avait soit redonné de l'espoir sur un certain point, soit on les avait aidés à évoluer sur un autre point. Et quand on vient me toucher sur ma raison d'être personnelle, moi, ça me donne encore plus envie de continuer. Et évidemment, ça a absolument changé tout, quoi. Moi, c'est drôle parce que j'ai pas exactement la même perception que Romain. J'ai jamais ressenti un changement radical. On m'avait dit, tu verras, tu partiras en voyage, tu vas revenir, tu seras complètement changé. En soi, je l'ai jamais ressenti profondément. Par contre, avec le temps, j'ai vu qu'il y a des choses que je voyais plus de la même manière. Personnellement, donc ça a fait émerger plein de choses. Ça a fait émerger déjà qu'en France, on avait énormément de chance d'avoir une société comme celle qu'on a. Enfin, le retour que j'ai, c'est que la France est un pays extrêmement complet d'un point de vue, même si je ne veux pas rentrer dans des sujets trop politiques et tout, mais j'ai pris conscience de la chance que j'avais d'être né en France. On n'avait pas tant voyagé que ça avant, donc j'avais jamais pu en prendre conscience. J'ai pris conscience aussi que les questions de bonheur n'étaient pas forcément liées aux questions financières et aux questions de statut social, notamment au Brésil, où on a passé 3 semaines à Rio, où tu vois des choses que l'on n'avait jamais vues de notre vie. Tu vois des enfants qui n'ont absolument rien, avec un niveau de bonheur qui est juste incroyable. Et tu t'échanges avec eux, on avait joué au foot avec eux. Et ça, quand tu vois ça, je trouve que ça change ta perception personnellement de ce que tu as envie, de ce qu'est la réussite, de ce que tu as envie de vivre dans ta vie après.
Professionnellement, évidemment, une forme de responsabilité qu'on avait. On a plusieurs personnes qu'on a rencontrées qui nous ont dit en vrai, les gars, avec ce que vous avez vu, s'il vous plaît, ne revenez pas dans des modèles classiques et transmettez, quoi. Allez raconter, au moins que ça serve à quelque chose. Allez raconter ce que vous avez vu, allez diffuser ça et on veut que les gens comprennent que c'est possible, qu'il y a d'autres modèles qui existent et qui sont en train d'émerger. On avait des gens qui nous ont dit mais on serait déçus que vous retourniez dans un modèle plutôt classique. Donc ça a amené une forme de responsabilité. Je pense qu'aujourd'hui, moi, je ne pourrais pas retravailler dans une structure avec énormément de hiérarchie, où il n'y a pas vraiment de sens, où je ne peux pas prendre d'initiative, où il n'y a pas de la confiance, où je dois mettre un masque. Voilà, ça, je pense qu'il y a une transformation qui est importante à ce niveau-là. Et après, comme Romain le disait, ça nous a ouvert des portes qu'on n'aurait jamais pu imaginer et c'est extraordinaire. Le chemin, et on rencontre des gens passionnants, on échange avec des gens passionnants et ça, c'est une chance énorme, je trouve. Si vous aviez, on va dire, tous les dirigeants français là devant vous, qu'est-ce que vous leur diriez au sujet du management? C'est-à-dire en tant que témoin de tout ce que vous avez vu, mais aussi en tant que nouvelle génération. Qu'est-ce que vous leur diriez de ces grands enseignements que vous avez? Créer des salles de sieste. Romain est fan de sieste. Non, déjà que j'ai aucune leçon à leur donner parce que on n'est pas à leur place et on sait la difficulté du management, la difficulté de mettre en place des choses. Et nous, n'ayant pas été manager, évidemment, on n'a aucune leçon à donner là-dessus. Dans ce qu'on a vu, dans les points de convergence qu'on a vus, une conviction très profonde qui est ressortie, c'est que c'est un énorme investissement de changer sa culture et de mettre en place une culture de confiance. C'est beaucoup plus dur finalement que de mettre en place une culture de contrôle. C'est un investissement de tous les jours, mais que le jeu en vaut la chandelle. Et ça, je ne saurais pas trop l'expliquer, mais nous, il y a certaines entreprises où on est rentré dedans, quand on a senti l'atmosphère, les sourires des gens, mais vraiment rien que de la relation humaine, la motivation, la cohésion d'équipe, on sentait que c'est des gens qui étaient prêts à tout pour l'entreprise. Et ça, je pense qu'à vivre dans sa vie, ça doit être extraordinaire. Moi, j'ai jamais vécu à une intensité comme ça, sauf peut-être dans des clubs de sport, dans des équipes de handball. Et là, on l'a ressenti. Et je me suis dit, mais pour un dirigeant, créer ça doit être magique à vivre. Ça doit être une aventure humaine qui est absolument extraordinaire et ça doit être tellement passionnant de voir le cheminement de chacun là-dedans. Ça doit être vraiment très compliqué, très dur, je pense, au quotidien en tant que dirigeant quand on entame une transformation. Mais alors, ce que ça génère derrière, c'est, je pense, quelque chose dont on se souvient toute sa vie jusqu'à son lit de mort et quelque chose dont on est, à mon avis, extrêmement fier après. C'est partager ça. Je rejoins Clément sur la création de la culture. Moi, la phrase qui m'a énormément marqué dans ce tour du monde, c'est culture It's strategy for breakfast. C'est que ton travail de la culture dans ton entreprise est plus importante que ta stratégie en fait, de produit, de service. Et d'ailleurs, on finit toutes nos conférences avec cette phrase, moi que j'adore, qui vient d'un consultant norvégien qui s'appelle Bjarte Bogn, et qui dit que les entreprises n'atteignent pas d'avantages compétitifs avec les services ou les produits qu'elles créent, mais plutôt avec l'innovation managériale qu'elles mettent en place. Oui, moi, si je devais me retrouver devant toutes ces personnes, je leur dirais que nous, les 3, 4, on en a dû voir, je ne sais pas, maintenant on repart en Tour de France, en plus on doit être à peu près à 250 entreprises. Là, vu, il y en a 3, 4 où on est ressorti, on s'est dit, waouh, là, il se passe quelque chose quand même. Et elles avaient en commun d'avoir travaillé, ce qu'on a dit au début du podcast, d'avoir travaillé la culture de confiance. Le point de départ, c'est ça, quoi. Celles qui travaillent, mais de manière quotidienne, est presque plus importante que leur service ou le produit, leur culture de confiance avec les employés. À la fin, elles arrivent à créer un cercle vertueux qui est absolument incroyable. Ça veut dire que en travaillant la culture de confiance, j'ai pas toutes les constantes encore, on essaie de trouver quelles sont toutes ces constantes de culture de confiance. Pour l'instant, on a de trouver 2, c'est la culture de sécurité psychologique, que tu viens travailler avec le droit à l'erreur, que tu viens travailler avec l'authenticité, la vulnérabilité du manager surtout, et la culture de soins, que tu viens travailler avec la reconnaissance, notamment la culture de feedback, quand même de plus en plus mainstream dans les entreprises, mais qui est importante. Cette culture de confiance, elle va permettre à tes meilleurs éléments de rester. Tes meilleurs éléments de rester vont parler de ta boîte, ça va devenir des ambassadeurs. Ce qui va donner envie aux meilleurs talents de ta région, de ton pays ou d'autres pays de vouloir venir dans ta boîte. Tu te retrouves avec le haut du panier dans ton entreprise, ce qui va te permettre de créer, en plus tu les traites bien, donc ils vont se sentir engagés dans ton entreprise. Leur engagement fait que
tu vas devenir puissante économiquement parce que tu vas avoir les meilleures idées, les meilleures innovations. En fait, ton résultat économique suit derrière. Ce qui crée un cercle. Et donc, ça te laisse plus de temps encore en plus pour travailler ta culture de confiance. Le cercle, il est monstrueux. Donc, derrière, par contre, c'est un travail qui est conséquent, quoi. Déjà, qui est long. Alors là, je le dis, on a l'impression que c'est facile. Toutes les entreprises qu'on a vues qui travaillaient d'arrache-pied sur ça, c'est quotidien, c'est long, c'est fastidieux, c'est dur. Ça met du temps, beaucoup de temps. Surtout ceux qui ont une culture déjà existante. La plupart du temps, c'est entre au moins 4 et 5 ans, voire beaucoup plus. Mais ces boîtes-là, et d'ailleurs, tu le vois très vite, quand tu vas sur leur site web, ils parlent plus de leur culture d'entreprise sur la première page que sur leur service. Miles, qu'on évoquait tout à l'heure, quand tu vas sur leur première page, ils ne parlent absolument pas de leur service de cabinet de consulting. Ils parlent de ce qu'ils sont et de leurs croyances en termes de management. Et en haut à droite, tu as marqué service. Et sinon, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait, tu vois. En plus, c'est un ressenti. Hein. Je veux dire, il n'y a sûrement pas de loi exacte ou de recette magique. C'est de ressenti de ces personnes-là. Et derrière, je sais pas, ça marche, quoi. Ils ont des chiffres dingues, économiquement ça marche, ils ont un taux de turnover. Miles, par exemple, ils ont un taux de turnover qui est à 5% en cabinet de conseil. En France, c'est 33% la moyenne. Alors, c'est quoi la suite pour vous ? La suite, c'est que nous, du coup, on a, de manière un peu hasardeuse, enfin, pas hasardeuse, mais on est arrivé petit à petit à ces conférences-là. Il y a eu du bouche à oreille, donc on en a fait, comme disait Romain, plus de 60. Et on s'est dit à un moment que on avait envie de développer des choses autour de ça, de continuer l'exploration ce qui nous passionne vraiment, c'est d'aller rencontrer les gens, d'avoir toutes ces démarches où c'est un peu un jeu pour rentrer dans les entreprises, ça nous intéresse énormément, et de raconter le contenu d'une manière qui nous ressemble, qui est différente. Ça intrigue déjà le fait qu'on soit jeune, du coup on se permet des choses, je pense, dans la manière dont on raconte ce récit-là. Typiquement, on a lancé un jeu de cartes, on voulait raconter de manière ludique ce qu'on avait vu. Les conférences, on essaye de faire vivre des choses et je pense qu'on on a une forme d'inconscience qui fait qu'on peut raconter ça de manière un peu différente. Et donc, on a envie de continuer ça, de continuer à explorer. Donc, on a créé notre entreprise qui s'appelle Le Meilleur d'Ailleurs. Voilà. Et l'idée, là, c'est on est reparti faire un tour de France parce qu'on avait souvent cette question en conférence, c'est mais finalement, en France, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a des innovations managériales ? Dans l'ensemble, les gens ont l'impression qu'en France, on est en retard. Qu'il se passe rien. Ouais, c'est ça, c'est clair. Qu'il se passe rien, culturellement c'est très compliqué de changer. Toutes les conférences, on a une remarque là-dessus. Et donc on savait pas vraiment ce qui se passait. Donc on s'est dit allez, on part faire un tour de France. Et pour le moment, on est très agréablement surpris. Ça fait 15 jours qu'on a commencé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, on est chez Haute-Savoie Habitat et c'est assez dingue déjà ce qu'on a découvert. Donc on va continuer à partager et on fait 1 an d'exploration dans toutes les régions françaises. Voilà, et l'idée, c'est vraiment le sujet de l'engagement des collaborateurs. On écrit toutes les 3 semaines sur une newsletter qui s'appelle Le Meilleur d'Ailleurs, où on partage toutes nos découvertes. On a peut-être d'autres idées qui viendront suite à ce tour, parce que le tour va durer 1 an. On vient dans toutes les régions. Et d'ailleurs, si vous écoutez le podcast et que vous pensez que c'est intéressant de nous rencontrer, nous, on serait ravis de vous voir dans toutes les régions. On pourra mettre peut-être sur le site, je ne sais pas, les dates de nos passages dans les régions. Date de la tournée. Ouais, date de la tournée, exactement. J'ai l'impression d'être 2 chanteurs. Et puis, oui, on va essayer de continuer de partager avec ces conférences, mais aussi de créer des learning expeditions, de faire rencontrer plusieurs boîtes entre elles. Ça serait un super rêve. Puis des séminaires, je sais pas, on essaiera d'inventer des choses, en séminaire archi classique, mais des formats peut-être un peu plus originaux qui nous ressemblent de manière authentique pour partager encore plus, quoi. Je pose souvent la question de l'engagement dans mon podcast, mais comme on en a quand même vraiment beaucoup parlé et que c'est votre sujet, j'ai envie de vous poser plutôt une autre question. Et c'est un petit peu en ce moment, dans mes épisodes, il y a plusieurs personnes qui parlent de ce sujet. C'est le sujet du développement personnel dans l'entreprise, parce que j'ai l'impression que ça peut aussi potentiellement vous toucher. Est-ce que vous avez vu des choses sur ce sujet où on fait vraiment rentrer le développement perso dans l'entreprise, ou est-ce que vous avez des convictions sur ce sujet-là ? Oui, moi je pense que c'est indispensable. Moi, je respecte énormément les entreprises qui intègrent des coachs. Ça tombe bien, on est à Haute-Savoie Habitat et on a un coach des cœurs, voilà, qui a été interrogé dans ce podcast. Qui est déjà passé dans le podcast. Donc, allez écouter son podcast, c'est juste merveilleux, quoi. C'est une dame qui
a pour mission, quand même, dans la boîte, d'aller apaiser les cœurs et résoudre les tensions entre les personnes par des coachings individuels, collectifs, par de l'écoute, la considération. Donc moi, je respecte énormément les entreprises, évidemment, qui mettent en place soit les coachings, soit qui font venir des psychologues pour travailler du travail autour de ces sujets-là. Et évidemment, que ce qu'on vit dans l'entreprise, il y a des sujets de développement personnel. Mais c'est évident. La communication non violente, savoir écouter. Aujourd'hui, je pense qu'il y a 90% des gens qui ne savent pas écouter. Et moi le premier. Écouter mon frère, c'est très complexe. Je vais le couper, je vais finir ses phrases. Non, savoir écouter attentivement quelqu'un, on est une grande majorité à pas savoir le faire. Donc, savoir reformuler, il y a tellement de sujets de développement personnel. Et puis, c'est une vie pour faire du développement personnel. Et on passe presque, je ne sais pas combien de temps on passe sa vie dans une entreprise. Et évidemment qu'on a tout intérêt à continuer à se développer dans la boîte, quoi, évidemment. Et pour ça, j'espère que les entreprises vont mettre de plus en plus de coachs, permettre aux gens de devenir coach dans l'entreprise. Tu vois, que des gens permettent à Vola de devenir coach des cœurs. Mais j'espère que ça va se développer en France, quoi. Mais je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, la fracture et la limite, elle est poreuse. Il faut absolument essayer de travailler ces sujets en entreprise. Et ça peut mener que vers du bien, que vers du mieux. Ça va apaiser les relations, ça va... Non, pour moi, c'est indispensable. En fait, on s'est rendu compte dans tous les échanges qu'on a eus que quand même, toute transformation passe forcément par la transformation des personnes, et notamment du management de proximité. Donc je pense qu'à un moment, de toute façon, d'une manière déguisée ou non, des formations, comme le disait Romain, sur l'intelligence émotionnelle, sur la communication non violente, je pense qu'à un moment c'est essentiel et que c'est forcément des formations qui touchent la personne, donc c'est une forme de développement personnel. Après là c'est drôle parce que chez Haute-Savoie Habitat ils font des retraites pour les managers, donc c'est des mots qui coachent des cœurs tout de suite, c'est assez effrayant pour ça beaucoup peut même être clivant en fait. Ça peut être très clivant. Ouais. Et donc je pense qu'il faut faire très attention avec ces sujets de développement personnel en entreprise. Il faut pas que ça soit une injonction. C'est drôle, on a eu un témoignage hier d'une personne qui nous disait par exemple qu'au départ ici la méditation ça a été une forme d'injonction, il faut méditer et tout, et elle n'était pas du tout à l'aise avec ça, et finalement elle se retrouvait beaucoup plus dans le yoga ou faire du sport, et en fait petit à petit je pense dans leur chemin chez Haute-Savoie Habitat ils ont compris ça, et ils ont laissé ils ont laissé la porte ouverte à ceux qui voulaient vraiment aller loin dans le développement personnel, mais ça n'a pas été une injonction vis-à-vis de ceux qui n'avaient pas envie d'y aller. Et ça, je trouve que dans le cheminement, c'est passionnant. Et par contre, c'est toujours sur la base du volontariat, mais il propose tellement de choses qu'au bout d'un moment, il y a forcément un format qui va parler à quelqu'un, qui est une forme de développement personnel. C'est pas dans l'injonction. Et ça, je trouve ça essentiel parce que chacun est à un niveau dans son chemin de développement personnel. Moi, je trouve qu'il faut faire aussi super attention à... Il y a des moments de développement personnel qui peuvent faire pas mal de dégâts, et s'il n'y a pas de suivi après, si on vient remuer des sujets perso dans l'entreprise et qu'après il n'y a pas de suivi, je trouve que ça peut faire beaucoup de dégâts. Donc un sujet évidemment dans les transformations qui me paraît essentiel, mais avec beaucoup de pincettes, quoi. Qui vous auriez envie d'entendre à ce micro ? Plein de personnes. 200 personnes. La personne du moment que vous auriez envie d'entendre. Je peux t'en dire deux Ouais. ou pas, ouais. Même trois. Moi, je pense à Duc de l'entreprise Officiance, qui est très inspirant, et je trouve qu'il y a une réflexion là-dessus qui est dingue. Je pense à Jonathan de Temporis Loire-Sud, qui communique pas du tout sur ce qu'il fait en interne, et nous, on l'a découvert là, il y a 10 jours à Saint-Étienne, et j'ai adoré sa vision. Et je pense à Thomas Bouchard aussi, qui a été RH chez Vinci à Lyon, qui a expérimenté beaucoup de choses, notamment dans une population ouvrière, donc la prime collective, voilà, des sujets qui sont compliqués, et je trouve que son témoignage, il est passionnant là-dessus, parce qu'il explique bien que le changement managérial, ça doit toucher tout le monde. Et j'adore ce témoignage-là. Et en plus, il est assez fou en fait dans ses démarches. Il a envie d'expérimenter tout le temps, de tester. Donc ça, j'adore. Voilà, ça fait déjà 3 personnes. Oui, moi j'en ai 2 en tête, 3 aussi, mais une qui est particulièrement intéressante, c'est Jasmine Manet aussi, qui travaille donc chez Use Forever, qui est en lien avec le cabinet de consulting Boson, qui va travailler sur tous les sujets de la nouvelle génération et de l'engagement de la nouvelle génération. Elle en parle extrêmement bien.
Je trouve que ça serait une super invitée. Samuel Durand, évidemment, de Star of Exploration, qui est notre mentor et ami. Et puis après, ce serait intéressant pour toi aussi d'aller interroger les deux petits nouveaux et qui sont de retour de l'Odyssée managériale, qui sont Dimitri et Elodie, qui auront peut-être d'autres sujets, d'autres entreprises. Encore des nouvelles choses. Ouais, exactement. Des nouveaux constats. Ils ont fait 8 pays différents des nôtres, donc ils auront forcément d'autres choses à te raconter. Et je trouve ça toujours cool de leur laisser un peu de temps pour digérer. Et, alors, ça sera peut-être pas maintenant, mais en tout cas, je te conseille parce qu'ils ont des choses super sympas à raconter aussi. Ce serait quoi le petit mot de la fin pour conclure ce podcast ? Merci Cécile d'avoir pris ce temps pour nous. J'adore les podcasts parce que ça reprend exactement ce que je dis lorsqu'on interroge les gens. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous disent mais comment vous réussissez à interroger autant de personnes et comment ils acceptent de donner autant de temps. Par exemple, on est 2 jours en immersion chez Haute-Savoie Habitat. On a interrogé presque 15 personnes. Ça valorise, les gens adorent parler d'eux. Et c'est vrai que c'est toujours hyper sympa de raconter ce qu'on vit intérieurement et surtout personnellement, tu vois. Et quand je viens me chercher sur des sujets de développement personnel, raconter, ça me fait évoluer en fait. Quand j'ai ces moments-là, je prends rarement du temps dans ma vie, ou peut-être 2 fois par an, mais de faire évoluer mon cheminement personnel. Et je prends toujours ce temps de podcast pour faire évoluer mes pensées et mes réflexions autour de ce que je suis en train de faire, pourquoi je suis en train de le faire et tout. Donc merci d'avoir créé ce moment-là. Et moi, le mot de la fin, c'est que quand on s'est lancé dans cette exploration, je me suis dit, mais en fait, si ça se trouve, c'est moi qui est bizarre. C'est-à-dire, c'est moi qui n'ai pas su m'adapter au monde de l'entreprise tel quel, et c'est peut-être pas normal que en fait, je me révolte de certaines situations dans les entreprises. Et donc, je me suis remis en question et je me suis dit, mais ça se trouve, il faut juste que je m'adapte, quoi, que j'aille dans cet environnement-là pendant toute ma vie professionnelle. Et j'ai un monsieur qui m'a fait énormément de bien là-dessus, qui s'appelle Rémi Tremblay, qui a lancé la Maison des leaders au Canada, qui est évidemment, c'est un mélange de spiritualité, d'entreprise, de leaders éclairés. Voilà. Et il m'avait dit, mais tu sais Clément, être bien dans une société malade, c'est pas forcément être bien. Et en fait, ça m'a fait énormément de bien. Je me suis dit, mais il a raison, je dois écouter ces convictions profondes que j'ai, ces injonctions. Me dire, il y a une situation qui me va pas, va écouter ça et va creuser et suit ces intuitions-là. C'est un message qui m'a suivi et qui me suit encore aujourd'hui. Même si parfois, ça arrive qu'on rencontre des gens qui nous disent, mais les gars, quand est-ce que vous allez travailler normalement, faire un CDI Quand est-ce que vous allez vous y mettre ? Ouais, voilà, notre maman notamment, notre grand-mère. Et ça m'aide à tenir en fait. Merci beaucoup Romain, Clément, pour votre simplicité. C'est vraiment agréable de vous interroger parce que vous êtes vous-même. Vous, en fait, vous respirez ce que vous dites et ça, c'est vraiment chouette pour moi. J'ai vraiment hâte de suivre la suite de vos aventures. Ce Tour de France, ça m'intrigue grandement. J'espère que vous allez interroger d'autres gens que moi et que je pourrai ensuite les interroger. On va te donner tous nos contacts. Vous allez être mes commerciaux. Avec plaisir. Donc, un grand merci pour le temps que vous avez pris et puis un grand merci aussi à Haute-Savoie Habitat de nous avoir accueillis dans leurs locaux qui sont toujours chouettes à Annecy. Merci pour tout. Merci, au revoir. J'espère que vous avez aimé cet épisode autant que moi. Si vous connaissez quelqu'un qui aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, je serais très intéressée de le savoir. Alors partagez-nous son nom en commentaire. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains. Et si l'envie de nous mettre plein d'étoiles et un commentaire vous prenez, n'hésitez surtout pas. À bientôt!